Donc j'aimerais qu'on commence par préciser un peu notre sujet. La RSE, c'est un mot qu'on entend souvent. C'est très à la mode depuis 15 ans, 20 ans. Mais j'aimerais que vous me disiez comment vous le comprenez. Et peut-être Philippe, pour commencer, c'est quoi pour vous la responsabilité sociétale des entreprises ? Alors, je crois qu'il s'agit d'un concept qui a évolué au fil du temps, mais je vais aller droit dans le but et prendre des exemples. Vous êtes une entreprise privée, vous voulez faire du business dans un environnement précis. Il est question de penser que ce business peut avoir des impacts positifs comme négatifs sur l'environnement et sur la population et sur les communautés de base. Donc, il faut inscrire dans votre modèle économique des interventions qui tiennent compte de cela, qui font en sorte que vous menez des actions qui ont un impact positif sur les communautés, mais également qui atténuent les impacts négatifs sur ces communautés. Il s'agit généralement des impacts environnementaux, mais également sociaux, mais nous allons développer cela dans la suite. Philippe, vous venez de dire que ça avait changé, que la définition a changé dans le temps. Est-ce qu'il y a une prise de conscience de cette définition que vous venez de donner ? Est-ce qu'il y a une prise de conscience récente, en fait ? Oui, la définition a évolué, la compréhension a évolué. Aujourd'hui, il y a des pays qui inscrivent cela dans des lois. Nous avons notre code minier, par exemple, la République démocratique du Congo, qui inscrit la responsabilité sociétale d'entreprises minières, où une société minière doit payer, par exemple, 0,3% de son chiffre d'affaires consacré aux investissements sociaux qui bénéficient aux communautés environnantes. Mais je crois qu'il y a beaucoup de chemin. Pourquoi il y a beaucoup de chemin ? Parce qu'aujourd'hui, la responsabilité sociétale de l'entreprise est perçue comme une action que l'entreprise mène d'elle-même. Elle n'est pas perçue comme une responsabilité, une obligation de l'entreprise. Ça paraît souvent, c'est souvent, comme on l'a dit dans des interventions qui sont passées ici, des concepts qui font naître des préjugés. On considère la communauté comme un bénéficiaire et on est là pour faire tout pour la communauté. Donc c'est la communauté qui bénéficie, c'est la société qui détermine ce qu'elle veut faire pour la communauté, c'est la société qui détermine la part du revenu qui revient à cette communauté et parfois c'est la société qui détermine les types d'investissements à faire. Et quand vous voyez ces investissements, c'est une route qui lui permet d'évacuer ses propres produits, mais est-ce que cette route bénéficie réellement à la communauté de base ? C'est des questions qu'il faut aborder. Olivier Parent, vous avez entendu la définition que Philippe donne de cette RSE. Alors, est-ce que vous avez la même définition ? Et est-ce que, puisque vous avez un peu un pied ici, un pied en Afrique, est-ce que la définition qu'on peut, l'acception qu'on a est la même des deux côtés de la Méditerranée ? En fait, nous avons les deux pieds en Afrique. Ici, nous ne faisons que de coordonner les choses, mais toutes nos opérations sont en Afrique. Alors, effectivement, la RSE, pour un groupe comme Somdia, ça ne se limite pas à un simple exercice de reporting. Pour nous, en fait, c'est une façon de créer de la valeur sur les territoires sur lesquels nous sommes implantés. Et donc, quand je parle de créer de la valeur, il s'agit évidemment d'emploi, d'agriculture, de transformation locale, également de développement rural pour les communautés qui sont autour de nos implantations et pour lesquelles, en fait, nous essayons de faire en sorte de partager la valeur. C'est ce que nous avons essayé de retranscrire dans notre nouvelle politique de développement durable, qui est définie pour la période 2026-2030. Et en fait, notre signature, c'est grandir ensemble. Groupe Somdia, grandir ensemble. Donc, on a 4 piliers. C'est grandir avec nos collaborateurs. Donc ça, c'est avant tout toutes les actions que nous pouvons entreprendre sur la sécurité des hommes et des femmes de l'entreprise, le développement du capital humain. Nous rappeler peut-être combien de collaborateurs vous avez ? Nous avons 9000 collaborateurs. J'y reviendrai tout à l'heure avec quelques exemples. Donc voilà, grandir avec nos collaborateurs, grandir avec nos territoires, ça c'est tout l'écosystème, et à nouveau j'aurai des exemples tout à l'heure sur ce que nous faisons. Grandir avec l'environnement, ça c'est un enjeu quand vous faites de l'agriculture qui n'est pas toujours simple. Il y a les changements climatiques, il y a le respect de l'environnement, donc comment produire durablement pour répondre à l'enjeu de la souveraineté alimentaire. Et grandir avec intégrité, ça c'est en lien avec les directives européennes, c'est comment respecter l'ensemble des enjeux ESG auxquels nous sommes soumis. Je voulais revenir sur un mot qui a déjà été cité, c'est celui de réglementation. Alors,
franchement, il y a beaucoup de gens, en tout cas en Europe, qui trouvent que la RSE, c'est de la réglementation, ça suffit. Alors, est-ce qu'il doit y avoir une part de réglementation? Philippe, vous aviez l'air de le penser. Comment est-ce qu'on peut arriver à jongler sur une RSE qui est utile, concrète, et qui ne tombe pas dans la réglementation, même si ça peut être un peu utile? Oui, l'erreur, c'est de croire qu'il suffit de faire de la réglementation. La réglementation, oui, ça c'est l'erreur de croire qu'il suffit de la faire de la réglementation. Je crois qu'il faut plutôt une appropriation concrète des communautés de base. Ici, le Fonds social de la République démocratique du Congo est en train de travailler en RDC sur ces questions. On parle aujourd'hui du programme Axis, mais il s'agit de quoi en fait? C'est des questions des responsabilités sociétales qui sont abordées. Les ressources, les actifs sont des actifs communautaires. Les rivières, les forêts, la faune, ainsi de suite, c'est des actifs culturels qui appartiennent à des communautés. S'il faut investir en se basant sur l'exploitation de ces actifs, mais il faut impliquer ces communautés dans la réflexion, de bout en bout. Et c'est ce que nous essayons de faire avec le programme Axis, où nous mettons au centre de l'action la valorisation des actifs communautaires avec une implication active de ces communautés de bout en bout. Il se passe quoi réellement sur terrain? C'est qu'une entreprise arrive, détermine elle-même le budget qu'il faut. C'est vrai, il est question de gains à générer. Un investissement ne peut pas être perdant, mais c'est l'entreprise qui vient investir, qui détermine son propre budget et qui dit, voilà, je fais ceci pour la communauté. Je vais donner une anecdote que je vais prendre en RDC. Je fais un peu toutes les provinces. Une fois, à une certaine époque, je vais dans une zone forestière, je vois une entreprise qui fait l'exploitation du bois. Je dis, mais qu'est-ce que vous faites pour la communauté? Eh bien, l'entreprise montre 2 bancs d'une école. Mais les bancs sont faits sur quoi? Sur du bois qui constitue les déchets de son exploitation. C'est vrai, il y a l'économie circulaire. Okay? Les déchets sont importants pour les introduire à l'économie circulaire. Mais est-ce que cela suffit? Est-ce que ces besoins ont été définis clairement par la communauté? Est-ce que la communauté est au courant des bénéfices que génère cette société basée sur l'exploitation de ressources dont cette communauté est propriétaire? Parce qu'il s'agit là des actifs communautaires. Olivier Parent, concrètement, comment vous faites chez Somdia? Et est-ce que vous avez vraiment cet œil que Philippe appelle? En fait, nous avons plusieurs actions concrètes où nous mettons en œuvre au quotidien, enfin en tout cas les équipes en Afrique mettent en œuvre au quotidien les actions de la RSE. C'est déjà la valorisation des compétences locales. Je disais tout à l'heure, nous sommes 9000 salariés. Sur les 9000 salariés, nous avons une cinquantaine d'expatriés. Sur les 50 expatriés, vous en avez la moitié qui sont des expatriés africains. Donc, un exemple, notre directeur administratif et financier au Cameroun, il est gabonais. Il a 15 ans d'ancienneté dans le groupe Somdia, il a évolué et il est maintenant directeur financier d'une de nos entreprises. Nous investissons énormément sur la formation avec des organismes extérieurs qui viennent en Afrique vers nos équipes pour les former, pour développer leurs compétences sur le métier, nos métiers, autour des céréales et évidemment autour du sucre et de la canne à sucre. Sur la structuration des filières agricoles, au Cameroun, à nouveau, nous avons une maïserie. Nous sommes en relation avec 52 coopératives qui regroupent 1100 agriculteurs pour nous fournir du maïs. C'est une action concrète en fait de notre impact local pour la production du maïs. On a développé aussi sur l'alimentation animale un nouveau concept. Notre marque, c'est Prosper à votre service. Et ce sont des entités, en fait, des points de vente qui vont servir les éleveurs pour leur apporter à la fois les produits dont ils ont besoin, mais surtout les méthodologies, les méthodes pour améliorer les taux de ponte de leur élevage. Nous sommes sur le poulet de chair ou sur la production d'œufs. Donc un autre exemple concret. Toujours sur les filières agricoles, sur la canne à sucre, nous faisons aussi travailler des villageois. Sur le maïs, nous faisons travailler des agriculteurs, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Et tout ça, pourquoi ça fonctionne? C'est parce qu'en fait, nous avons fourni un débouché, donc un point de transformation de leur production qui leur permet d'améliorer leur niveau de vie. Les contributions fiscales et économiques. Au Congo-Brazzaville, où nous sommes, à titre d'exemple, chaque année, nous payons 4 millions d'euros qui sont versés à l'État. Et c'est normal, c'est notre contribution au fonctionnement
du pays. La dynamisation des espaces locaux, la ville de Nkayi, ou le groupe, parce que le groupe Somdia est en Afrique depuis 1947, donc ce n'est pas d'hier. À Nkayi, l'histoire a commencé là-bas. C'est certainement grâce au développement des activités agro-industrielles du groupe Somdia que cette ville est devenue la deuxième ville du pays, la deuxième ville du Congo. Nous avons maintenant donc une sucrerie, une distillerie, nous produisons du maïs et nous avons d'autres projets pour continuer à développer notre implantation. Donc voilà, sur la santé, à chaque fois que nous avons une sucrerie, nous avons un centre médical, un CMS, qui est implanté pour apporter le service santé aux communautés. En Côte d'Ivoire, par exemple, c'est 56 000 patients qui sont passés dans nos centres de santé. Nos fondations, les fondations, chaque année, font une opération qui s'appelle la Caravane de la Vue. C'est fait en coopération avec la Fondation CRIS. Nous avons eu plus de 5600 patients l'an dernier qui ont eu un contrôle de vue et 4000 lunettes ont été distribuées par la Fondation CRIS. Toute l'organisation, toute la logistique est faite par nos équipes. Sur l'éducation, nous participons à la construction d'écoles, nous fournissons des livres scolaires, nous contribuons au financement du personnel enseignant autour de nos implantations. Et pour finir, sur l'eau et l'électricité, on construit des puits, on implante des pompes et on essaye de faire en sorte que tout ça fonctionne durablement. Donc voilà. Pour finir, peut-être sur les fondations, parce que je suis très fier en fait des fondations et de leur action qu'elles peuvent avoir sur les communautés autour de nos activités. Elles agissent en fait sur 3 domaines que sont l'entrepreneuriat, la santé et l'éducation, l'environnement. Et l'an dernier, en 2025, plus de 110 000 bénéficiaires ont pu profiter des actions de nos fondations. Donc voilà concrètement en fait ce qu'on peut faire en RSE quand on est le groupe Somdia. Je voudrais mettre l'accent peut-être sur les difficultés, parce qu'il ne faut pas tomber dans l'angélisme. Et c'est beau la RSE sur le papier. Concrètement, quelles sont les difficultés auxquelles ces programmes peuvent être confrontés ? Philippe ? Je crois qu'une des difficultés majeures, c'est la faible implication, je reprends cela, des communautés de base. Et je crois que c'est dû à un faible engagement citoyen. Aujourd'hui, le Fonds social de la République démocratique du Congo est en train de travailler sur la structuration des coopératives pour amener les communautés de base à prendre conscience réellement du potentiel qui est le leur. Nous parlons ici des actifs communautaires parce que nous considérons que toutes les ressources naturelles, ce sont des ressources naturelles qui appartiennent aux communautés. Et d'ailleurs, le président de la République démocratique du Congo, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, continue à marteler sur cette question. La gestion des ressources naturelles, c'est une question de transparence, de traçabilité, mais également de revenus qui doivent retourner aux communautés et les dividendes qui doivent retourner aux communautés de façon réelle. Ça fait des décennies et des décennies. On parle de ressources naturelles, on parle de richesses. Okay? Les entreprises viennent, développent du business, mais ces richesses ne profitent pas réellement aux communautés de base. Moi, j'invite les acteurs du secteur privé qui sont ici, de venir voir avec nous les modèles que nous sommes en train de développer avec le Fonds social de la République démocratique du Congo et Phoenix Capital, en partenariat public-privé. Son Excellence, Monsieur le ministre d'État, a évoqué cela. Il s'agit d'un instrument de mobilisation de ressources alternatives qui sont au-delà, en fait, des mécanismes classiques de financement. Ça consiste à quoi? Nous avons fait une consultation participative des communautés dans les provinces où se trouvent ces ressources pour amener ces communautés à prendre conscience des richesses qu'elles ont et comment ces richesses peuvent être converties, évidemment, en valeur monétaire et que cette valeur monétaire peut constituer un mécanisme alternatif pour lever des fonds et financer le développement qui bénéficie à ces communautés. Mais un développement qui est tracé par ces communautés, qui est issu de choix des communautés. C'est cela de l'inclusivité. Et ces modèles que nous sommes en train de développer en tant qu'instrument, Axis, on parle de la téconisation, beaucoup de gens ont parlé de cela ici. Nous avons pu impliquer la Banque africaine de développement sur ces modèles qui a trouvé que nous avons fait beaucoup de travail. Moi, j'invite les acteurs du secteur privé à venir expérimenter en RDC avec le Fonds social de la République démocratique du Congo un modèle RCE très inclusif dans lequel les communautés s'expriment, sont conscientes de la valeur de leurs richesses et savent réellement
combien coûtent ces richesses et elles ont accès à l'information, au marché et aux capitaux. Olivier, de votre côté, quelles sont les difficultés de la mise en place de programmes RSE ambitieux comme celui que vous avez décrit? On n'a pas beaucoup de difficultés, on a beaucoup d'opportunités. Non, mais c'est vrai, bon, c'est pas tous les jours simple. Nous, on fait face à des enjeux quand on fait de l'agroalimentaire en Afrique. C'est d'abord assurer la sécurité alimentaire. On fait face à des croissances démographiques importantes, donc il faut suivre cette croissance, avoir des programmes qui permettent de continuer à accompagner. Il y a le changement climatique et on a bien des endroits où on le subit et il faut remettre en question nos pratiques agricoles pour faire face à ce changement climatique. Et puis on a des structurations de filières agricoles, agroalimentaires qui sont pas toujours complètes. Voilà, donc ça c'est nos difficultés. Maintenant, on a aussi d'autres difficultés plus générales. On a des standards internationaux. Dans ce contexte-là, il faut y répondre. Nous sommes une entreprise française et européenne. Donc voilà, comme vous le savez, on fait face à des standards qu'on se doit de respecter. On a les attentes, certainement dans le même cadre, des financeurs et des bailleurs qui ont des attentes très élevées sur le sujet. On se doit de les respecter pour avoir accès au financement. On a des réglementations locales pour y faire face qui sont quelquefois hétérogènes. Et puis, il y a les réalités opérationnelles du terrain. Donc, donc on essaye, toutes les équipes font en sorte de pouvoir travailler dans ce contexte qui n'est pas toujours facile pour avancer et pour faire progresser l'ensemble de nos standards RSE et faire progresser globalement l'entreprise. En guise de conclusion, parce qu'on ne va pas tarder à se faire gronder, si vous aviez un vœu, disons que c'est pas la saison, je suis Père Noël, je suis le génie de la lampe, mais je vous accorde un vœu. Quel serait votre vœu rapide? Oui, Philippe. Mon vœu, je l'ai dit, j'invite les acteurs du secteur privé à venir en RDC, expérimenter avec le Fonds social de la République démocratique du Congo un modèle économique qui met en avant la responsabilité sociétale d'entreprise. Il s'agit ici des sociétés en tant qu'entreprise, mais également des sociétés en tant que communauté de base. Olivier, votre vœu? Moi, j'aurais un vœu, c'est que nous sommes beaucoup d'acteurs type fondation, parce que nous avons des fondations également, à travailler sur l'Afrique avec les communautés. Le vœu, c'est qu'on travaille encore mieux ensemble. On fait des actions, nous, avec la Fondation CRIS. Il y a d'autres fondations avec lesquelles nous pourrions travailler et pour aller plus loin. Donc voilà le vœu que je ferai. Merci beaucoup à tous les deux, que vos vœux soient respectés.